Ma sœur n'a même pas haussé la voix lorsqu'elle a dit « Tu ne viens pas sur la Côte d'Azur pour Noël ». Monique, ma mère, ne me regardait pas. Jean, mon père, se cachait derrière l'écran de son téléphone, et Nicolas a presque souri, comme s'il avait attendu ce moment précis pendant des années. Mais je n'ai pas flanché. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est tendu, froid, stable, délibéré. Le genre de sensation qui n'explose pas. Elle planifie. Il pensait m'avoir acculé à cette table, autour du bœuf bourguignon qui refroidissait dans nos assiettes et de la bonne bouteille de vin à moitié vide. Ils n'avaient aucune idée que c'était le moment où tout avait basculé. S'ils avaient su ce que j'étais sur le point de mettre en marche, ils se seraient peut-être levés de table les premiers. Je m'appelle Manon, et si vous aviez rencontré ma famille il y a des années, vous auriez juré que nous étions du genre tendre, le type de famille qui faisait des gâteaux ensemble le dimanche et laissait de longs messages vocaux pour les anniversaires. Cette version a existé un jour. Je ne l'imagine pas. Je me souviens de Sandrine, ma sœur aînée, glissant sa main dans la mienne chaque fois que nous traversions une rue animée de Paris, comme si elle craignait que le monde ne m'avale tout entière si elle me lâchait. Je me souviens de nos chuchotements dans la cuisine à minuit, volant des biscuits que nous n'étions pas censés manger, riant si fort que nous devions cacher nos visages dans nos manches. Elle avait l'habitude de dire « Je serai toujours là pour toi ». Et je la croyais, comme le font les petites sœurs, complètement. Mais quelque chose a changé lorsque Nicolas est entré en scène. Nicolas, mon beau-frère, est arrivé avec de grandes ambitions, des opinions encore plus grandes, et un sourire qui semblait toujours un peu trop étudié. Sandrine adorait cette lueur en lui. J'ai appris lentement que chaque parcelle d'attention qu'elle lui accordait était une parcelle qui m'était retirée. Pas d'un seul coup. Cela s'est produit centimètre par centimètre. Des appels plus courts, des visites écourtées, des blagues d'initiés qui ne m'incluaient plus. Un nouveau rythme dans la famille où j'étais toujours un demi-pas en arrière, comme si quelqu'un avait discrètement baissé le volume de mon existence. Au début, je me suis trouvé des excuses. Sandrine construisait sa vie. Les gens grandissent, s'étirent, réorganisent leurs priorités. Je ne voulais pas paraître nécessiteuse ou dramatique. Alors, je suis restée généreuse, j'ai aidé quand ils avaient besoin de couvrir un paiement supplémentaire. J'ai répondu aux appels nocturnes quand Nicolas avait besoin d'un service rapide, j'ai comblé les espaces vides avec de la compréhension. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On fait preuve de grâce, même quand on ne devrait pas. Mais les fossés se sont creusés pour devenir quelque chose de plus tranchant. Des dîners de famille où Monique appelait Sandrine, la responsable, juste devant moi. Jean qui haussait les épaules devant mes idées parce que Sandrine s'en était déjà occupée. Des vacances où j'arrivais pour réaliser que tout le monde était là depuis une heure. De petites choses, oui, mais les petites choses s'additionnent. Elle raconte une histoire avant que vous ne soyez prêt à admettre que vous la lisez. Avec le recul, les signes étaient là bien avant que la Côte d'Azur ne soit même mentionnée. Une tension étrange dans l'air quand j'entrais dans une pièce. Le sourire narquois de Nicolas chaque fois qu'une conversation s'éloignait de lui. La façon dont Sandrine cachait son téléphone sous une serviette quand j'approchais, comme si ma présence était une interruption. Même la discussion de groupe familial a été recréée sans moi, comme si j'étais un fichier trop obsolète pour être transféré. J'ai essayé d'en parler une fois, gentiment. Sandrine a balayé ça d'un rire. Tu réfléchis trop, Manon. Peut-être qu'elle le croyait. Peut-être qu'elle avait besoin que je le croie aussi. Mais assise à cette table le soir où elle a annoncé que je n'étais pas invité sur la Côte d'Azur, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté presque physique. Ce n'était pas de la confusion, de la négligence ou un éloignement progressif. C'était une suppression, délibérée, mesurée. Et je n'imaginais rien de tout cela. J'avais l'habitude de me dire que les familles ne décident pas simplement d'exclure quelqu'un. Il doit y avoir un malentendu, un problème de communication, quelque chose que l'on peut réparer si l'on est assez patient. Mais l'hiver précédent l'incident de la Côte d'Azur m'a prouvé le contraire d'une manière que je ressens encore dans ma colonne vertébrale. C'était chez mes parents, lors d'une de ces réunions de fin d'année où l'air sent la cannelle et les vieux meubles. Je m'étais éloigné pour trouver une couverture supplémentaire, marchant dans le couloir éclairé uniquement par la faible lueur du salon. C'est alors que j'ai entendu Sandrine, ma sœur, à travers une porte entr'ouverte. Sa voix était fine, presque sèche. C'est un boulet, a-t-elle chuchoté. Je me suis figé. Nicolas,
mon beau-frère, a murmuré en retour. Elle s'accroche. Honnêtement, je pense qu'elle veut qu'on se sente mal de partir en voyage sans elle. Elle est jalouse. Puis le rire de Sandrine. Court, cruel. Elle peine à joindre les deux bouts. J'en ai marre de la soutenir. Une pause. Elle n'a pas besoin de venir sur la Côte d'Azur. Elle va tout gâcher. Je sens encore ma main se serrer sur la couverture que je n'ai finalement jamais prise. Il y a une sorte de silence qui vous coupe le souffle. Non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il devient soudain évident que vous avez été la chute d'une blague dans une conversation que vous n'étiez pas censé entendre. Je ne suis pas entré. Je ne les ai pas confrontés. Je suis simplement retourné dans le couloir, j'ai laissé le bruit de la maison m'engloutir et j'ai porté ce silence comme quelque chose de tranchant que je ne pouvais pas poser. Après cette nuit, les signes ne se sont pas seulement multipliés, ils sont devenus fluorescents. Des discussions de groupe se sont formées sans moi. Des invitations se sont perdues. Les nouvelles de Sandrine sur les projets familiaux sont devenues vagues et sommaires, comme si elle briefait une collègue qu'elle tolérait à peine. Quand elle appelait, c'était toujours pour quelque chose dont elle avait besoin. Un trajet, un virement, une histoire à couvrir. Mon nom n'apparaissait que lorsque cela l'arrangeait. Et Nicolas, il était pire, de la manière subtile que seules les personnes suffisantes maîtrisent. Le sourcil levé quand j'arrivais trop tôt. Le sourire en coin quand je proposais mon aide et qu'il répondait « C'est bon, on gère ». La façon dont il me corrigeait sur des choses qu'il ne comprenait même pas, juste pour me rappeler où il pensait que j'étais. J'ai appris à lire les retours de lui, comme la météo. S'il souriait, cela signifiait que quelqu'un allait bientôt recevoir une averse. Mais le tournant n'a pas été le couloir ou les chuchotements. Il est arrivé des semaines plus tard sous la forme d'un email. Mon téléphone a vibré alors que je nettoyais mon appartement. Le nom de l'expéditeur était celui de ma mère, mais le message ne m'était pas destiné. En pièce jointe, un contrat de location pour une propriété en bord de mer sur la Côte d'Azur. Et une note adressée à Sandrine. Ne le dis pas à Manon. Elle va en faire tout un drame. Nous n'avons pas besoin de son énergie pour tout gâcher. Je l'ai fixé pendant un long moment. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais enfin, brutalement. Toutes les petites coupures, les exclusions, les évasions silencieuses, ce n'étaient pas les symptômes de personnes qui s'éloignaient. C'était une stratégie coordonnée. Et j'avais laissé faire par amour, par loyauté ou par peur d'être celle qui faisait un drame. Mais la vérité m'a frappé avec une clarté parfaite. Je n'étais pas dramatique. J'étais en train d'être effacé. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne mendiez pas votre place, vous la reprenez. Je n'ai pas réagi le soir où Sandrine a annoncé la Côte d'Azur comme si c'était un prix que je n'avais jamais mérité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas demandé ce que j'avais fait de mal. Je suis juste restée assise, laissant cette sensation tendue s'enrouler dans ma poitrine comme un orage qui se rassemble au loin. Silencieuse, dense, inévitable. Les gens pensent que la colère est bruyante. La mienne ne l'était pas. La mienne était une porte qui se ferme. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, le ciel au-dessus de la ville semblait étrangement net, comme si l'hiver avait décidé de s'installer plus tôt. Je suis entré dans mon appartement, j'ai accroché mon manteau et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cherché de raison pour les excuser. Au lieu de cela, j'ai cherché la vérité. Une vérité réelle, documentée, irréfutable. J'ai commencé par me retirer. Pas de manière spectaculaire, juste avec précision. Quand Sandrine m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais lui avancer quelques centaines d'euros parce que Nicolas était entre deux paiements, j'ai répondu par quelque chose de simple. Je ne peux pas. Pas d'explication, pas de culpabilité pour amortir le choc. Quand elle a appelé, ayant besoin que je confirme une histoire pour elle, j'ai laissé sonner. Quand Monique a essayé de m'entraîner à apaiser les choses après une de leurs disputes, je lui ai dit doucement, je ne m'en mêle plus. Chaque étape était petite, délibérée et étrangement libératrice. Puis est venue la maison de campagne en Dordogne. L'ancienne propriété de mes parents en périphérie de la ville avait toujours été un symbole familial. Dîner d'été, piqûres de moustiques, rires résonnant sur l'eau. Il y a des années, il l'avait promise à Sandrine après son mariage, mais il n'avait jamais finalisé les papiers. À l'époque,
Je n'y avais pas beaucoup pensé. Maintenant, avec les mots de l'email qui me brûlaient encore l'esprit, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai donc sorti mes propres documents, vérifié de vieux dossiers, croisé ce que j'avais avec les registres publics, et c'était là, clair et net. Légalement, j'étais toujours copropriétaire en indivision. Il n'avait jamais finalisé le transfert, ce qui signifiait que chaque rénovation, chaque dépense, chaque décision nécessitait les deux signatures. Et ce n'était pas le seul problème. Des paiements étaient en retard. Des factures n'avaient pas été réglées. Les frais d'entretien étaient impayés. Et Nicolas, toujours si sûr de lui, avait loué la maison au noir pour se faire de l'argent supplémentaire, ce que j'ai confirmé d'un seul appel à la mairie. La femme au bout du fil a poliment expliqué que toute location saisonnière nécessitait une autorisation documentée des deux propriétaires. J'ai terminé l'appel avec un nouveau genre de calme s'installant en moi. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était une réappropriation. J'ai tout organisé méthodiquement, paiement, facture en souffrance, avis d'imposition, confirmation de propriété. Je ne cherchais pas à leur faire du mal. Je ne brisais rien. Je rassemblais simplement les pièces d'un puzzle qu'ils espéraient que je ne verrais jamais. Et en empilant les papiers dans un dossier soigné, j'ai réalisé quelque chose, ils avaient passé des années à me traiter comme si j'étais fragile, réactive, dramatique. Mais mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était du calcul. Et la prochaine fois que nous serions assis à une table ensemble, ce ne serait pas moi qui flancherais. Je suis arrivé chez mes parents tout exprès, non pas pour aider, non pas pour apaiser les choses comme je le faisais avant, mais pour sentir la pièce avant que tout le monde n'y entre. La table de la salle à manger était déjà mise. L'argenterie parfaitement alignée. Les serviettes de fête pliées en triangles impeccables, celles que Sandrine avait toujours insisté pour utiliser parce que, ça fait plus chic. J'ai tracé le bord de l'une d'elles avec mon doigt et je me suis demandé combien d'années j'avais confondu la performance avec la proximité. Au moment où tout le monde est entré, l'air semblait lourd de cette politesse qui n'existe que lorsqu'un danger couve sous la surface. Sandrine est entrée la première, portant une robe couleur champagne et une confiance qui lui avait toujours semblé une taille trop grande. Nicolas a suivi, roulant des épaules comme si la maison lui appartenait maintenant. Monique traînait derrière, déjà affairée, portant un plat de pain qu'elle n'arrêtait pas de réarranger parce qu'elle ne savait pas où regarder. Jean s'est glissé à sa place habituelle en bout de table et a sorti son téléphone avant même de me saluer. Même scénario, mêmes acteurs, mais pas la même Manon. Nous avons tenu environ 15 minutes de conversation banale qui avait le goût du carton. La météo, le travail, une anecdote de Nicolas que personne n'avait demandé à entendre. Sandrine souriait à tout ce qu'il disait comme on le fait quand on joue l'amour au lieu de le vivre. Puis Monique a parlé de la Côte d'Azur, sa voix se voulant légère, mais tremblant sur les bords. Les vols sont tous réservés pour la semaine prochaine. L'endroit a l'air magnifique, juste au bord de l'eau. MMM, a ajouté Sandrine, sans me regarder. On a eu beaucoup de chance. Je l'ai observé. J'ai regardé Nicolas se pencher en arrière comme s'il s'installait pour un spectacle. J'ai regardé Jean jeter un coup d'œil à son téléphone pour ne pas avoir à croiser mon regard. Et puis, pile au bon moment, Sandrine l'a répété. La même phrase qui m'avait transpercé comme de la glace quelques jours plus tôt. Tu ne viens pas sur la Côte d'Azur pour Noël, Manon. C'est déjà décidé. La pièce est devenue silencieuse, de ce silence qui a un poids. Monique clignait des yeux rapidement. Jean faisait défiler son écran sans but. Nicolas souriait narquoisement. Subtil mais visible, l'expression d'un homme qui pense savoir exactement comment quelqu'un va s'effondrer. Mais je ne me suis pas effondré. J'ai croisé les mains, je me suis adossé, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que même Sandrine s'agite. Et puis, j'ai sorti un unique dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table, aussi doucement que si je déposais un ornement en verre. Sandrine, ai-je dit, ma voix assez calme pour la faire sursauter, avant de parler de la Côte d'Azur, nous devons parler de la maison de campagne en Dordogne. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a avec la maison? J'ai poussé le dossier vers elle. Ouvre-le. Elle a hésité. Nicolas s'est penché en avant, les sourcils froncés. Qu'est-ce que c'est que ça? Des documents, ai-je dit. Paiement, facture, notification de la mairie, acte de propriété. Monique a eu un petit hoquet.
Jean a posé son téléphone pour la première fois de la soirée. Sandrine a ouvert le dossier, parcourant la première page. Son visage n'a pas changé tout de suite, mais celui de Nicolas, si. Une petite contraction au coin de sa mâchoire. Un changement de posture. Un calcul qui commençait à se fissurer. Tu es toujours sur l'acte de propriété, a dit Sandrine, sa voix soudainement plus fine. Oui, ai-je répondu. Le transfert n'a jamais été finalisé. Légalement, je possède toujours la moitié en indivision, ce qui signifie que chaque rénovation, chaque décision et chaque location nécessitait ma signature. La tête de Nicolas s'est redressée d'un coup. Location? Oui, ai-je dit en me tournant vers lui. La mairie a confirmé plusieurs locations saisonnières liées à ton nom, mais comme je ne les ai jamais approuvées, elles sont illégales. Monique a pressé une main sur sa poitrine. Le visage de Jean a perdu toute couleur. Sandrine a tenté de se ressaisir. Manon, si c'est à propos de la Côte d'Azur. Ce n'est pas à propos de la Côte d'Azur, les jeux coupés. C'est à propos d'années de décisions prises dans mon dos. D'années à être traité comme si je n'existais pas jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. D'années à être effacé. Nicolas a ricané. Et alors? Tu crois que tu peux débarquer ici et... Je ne crois rien, ai-je répondu. J'ai déjà agi. J'ai sorti le papier suivant, je l'ai posé devant lui. Voici la notification de la mairie. Comme je n'ai pas autorisé les locations, la propriété fait maintenant l'objet d'un contrôle, et tant que ce ne sera pas résolu, personne n'est autorisé à utiliser la maison de campagne. Sandrine est devenue blême. C'est notre maison. Elle vous a été promise, ai-je dit calmement. Jamais finalisée. Légalement, elle est toujours en partie à moi. La voix de Nicolas s'est élevée. C'est de la folie. Non, ai-je dit. Ce qui est de la folie, c'est de s'attendre à ce que je reste silencieuse pendant que vous profitez d'une propriété que vous ne possédez pas entièrement. Ce qui est de la folie, c'est de me traiter comme si j'étais jetable et d'être ensuite choqué quand j'arrête de jouer le jeu. Monique a murmuré, Manon, ma chérie. Mais je ne cherchais pas de réconfort. Je cherchais de la clarté. Alors, voilà ce qui va se passer, ai-je continué. Toi et Nicolas, vous déménagez de la maison de campagne. Avec effet immédiat. Les yeux de Sandrine se sont écarquillés, se remplissant de ce genre de peur que les gens ressentent quand ils réalisent enfin que quelqu'un qu'ils ont sous-estimé a des dents. Manon, tu ne ferais pas ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai déjà fait. La mairie a les documents. Le contrôle est en cours. Vous devrez enlever vos affaires d'ici la fin de la semaine. Le silence s'est abattu sur la pièce. Les yeux de Monique se sont remplis de larmes qu'elle ne savait où poser. Jean me regardait comme s'il me voyait en tant qu'adulte pour la première fois. Nicolas s'est enfoncé dans sa chaise, son sourire narquois disparu. Sa bravade évaporée. Sandrine secouait la tête lentement. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Parce que vous avez fait un choix, ai-je dit. Et pour une fois, j'en fais un aussi. Nicolas s'est penché en avant, la voix basse. Qu'est-ce que tu veux? J'ai inspiré, stable, centré. Je veux des limites, ai-je dit. Je veux du respect. Et je veux que vous compreniez qu'effacer quelqu'un ne le rend pas impuissant. Ça le rend patient. La lèvre de Sandrine a tremblé. On ne faisait que se protéger. En m'excluant? En me traitant de dramatique dans mon dos? Je me suis penché juste assez. C'est vous qui avez créé ça. Un autre silence. Celui-ci différent, lourd de conséquences. J'ai rassemblé mes affaires, je me suis levé et j'ai regardé autour de la table. Monique tremblante. Jean sans voix. Sandrine vidée. Nicolas vaincu. Vous pensiez que j'allais flancher? Ai-je dit doucement. Mais je ne flanche pas. Je calcule. Et sur ce, je suis sorti, calme, stable, inébranlable. Derrière moi, personne n'a bougé, pas même Nicolas. Ils ont déménagé plus vite que prévu. En 4 jours, la terrasse de la maison de campagne, autrefois encombrée par la décoration de Sandrine et le matériel surdimensionné de Nicolas, était vide, balayée par l'urgence plutôt que par le respect.
Le contrôle de la mairie les a forcés à agir. Mais la vérité était plus simple. Ils savaient que traîner des pieds ne ferait qu'exposer davantage ce qu'ils avaient essayé de cacher. Monique a appelé 2 fois, sa voix douce, tremblant sur des bords qu'elle ne pouvait plus lisser. Jean a laissé un message vocal disant qu'il n'avait jamais réalisé à quel point les choses s'étaient envenimées. Je n'ai répondu à aucun des 2 messages tout de suite, non par dépit, mais par clarté. Parfois, le silence n'est pas une punition, c'est de l'oxygène. Le voyage sur la Côte d'Azur s'est effondré tout aussi rapidement. Vols annulés, projets dissous. Personne n'a fait la fête. Personne n'a posté de photos. Les vacances qui étaient censées m'exclure ont fini par exclure tout le monde. Je suis allé à la maison de campagne le week-end suivant. La lumière du soleil d'hiver se déversait sur le paysage de la Dordogne, pâle et stable. Pour la première fois depuis des années, l'endroit me semblait mien, pas partagé, pas emprunté, pas toléré. Le mien. Je me tenais sur la terrasse vide et j'ai laissé le silence s'installer. Pas le silence lourd que j'avais porté à leur table, mais un silence plus doux. Un silence qui faisait de la place au lieu d'en prendre. Les gens pensent que la justice arrive avec du bruit. Mais parfois, elle ressemble au bruit des clés dans votre propre main, tournant librement dans une serrure que personne ne pensait que vous réclameriez. La justice n'est pas venue avec des cris ou des portes qui claquent. Elle est venue de la manière constante dont ma vie a cessé de rétrécir autour de gens qui me traitaient comme une pensée secondaire. Debout là, à la maison de campagne, j'ai réalisé quelque chose de simple. La famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui refusent de vous effacer. Je ne suis plus en colère. Je n'attends pas des excuses qui ne viendront pas. Je construis quelque chose de plus calme, de plus fort, de mien. Si vous avez déjà été mis de côté par votre propre famille, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez votre histoire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.